fait sans arrêt, vous voyez, répéter la même chose comme si on faisait un travail à la chaîne sur une machine, ça présenterait aucun intérêt. Voilà. Alors, bon, nous avons déjà discuté, page 80, le tableau en question. Ou, si vous voulez, on peut reprendre, il y reprend un peu d'une certaine façon des éléments déjà évoqués avant. Bon, le cadre culturel général, donc là, ça pose pas de problème pour comprendre. Ensuite, le cadre socio-culturel plus situationnel, c'est ce qui va, en quelque sorte, vous créer votre premier niveau de contextualisation que vous allez mettre en place. Et là, il l'explique en plus, on a les commentaires. Et ça, les commentaires, on peut les regarder un tout petit peu plus près ensemble. Donc le 1, le niveau le plus élevé, est nécessairement le culturel. Donc, qui permettant de rendre compte à la fois du dissible et du prévisible. Le dissible, c'est que ce que l'on peut dire, et le prévisible, c'est ce qu'on va prévoir, imaginer à l'intérieur d'une culture donnée. Bien entendu, ça, c'est une formule assez générale qui va devoir ensuite, c'est une espèce d'entonnoir. Lui, bon, évidemment, le cadre culturel, c'est le plus petit, ça part comme ça, mais en réalité, c'est comme ça, quoi. Petit à petit, on va affiner les choses. Donc, on est assez général. Ensuite, vous avez le cadre socio, c'est le 2, le cadre socio-culturel et situationnel, voilà, et c'est là que je vous dis, on met en place, c'est ce qu'il appelle le premier niveau de contextualisation par rapport au potentiel que constitue le niveau culturel prérequis, c'est-à-dire on a ce niveau culturel préalable, et à l'intérieur de ça, on a un sous-niveau. Voilà. Bon, je sais pas, on dirait, vous voyez, on est en Inde, voilà, et après on a un cadre socio-culturel, donc on va avoir une famille, et le cadre socio-culturel va faire intervenir des notions peut-être de religion, puisque l'Inde est un pays où la religion et les différentes religions occupent des places et des cases très particulières, et puis un lieu. Donc être hindou, je sais pas moi, dans une région musulmane, c'est pas la même chose que d'être hindou dans une maison hindoue, dans un milieu hindou, etc. Voilà. Vous voyez, donc tout ça sont des éléments qui vont, si moi je traduis de la littérature indienne, et que je vais prendre en compte. D'ailleurs, dans mon expérience de la traduction du recueil de nouvelles de Mahesh Rao, et si un jour vous avez l'occasion de le lire, je vous invite à le lire. Moi, j'ai adoré. Le titre est 1.2 billion. C'est-à-dire que c'est, au moment où il l'a publié, le chiffre de la population de l'Inde. Donc, c'est un livre sur la population de l'Inde. Donc, il y a, je sais plus, une douzaine de nouvelles, et chacune de ces nouvelles se situe justement. Ah, c'est ça, là, on a le cadre culturel, pour moi, l'Inde. Et puis après, chacune des nouvelles a un cadre socio-culturel et situationnel totalement différent. Puisqu'il y a une nouvelle où il y a les Naxalites, et il y a une nouvelle qui se passe dans des milieux richissimes de Mumbai, vous savez, ça se passe tout le temps au bord d'une piscine, dans un grand club hôtel, je sais pas trop quoi, où les femmes ne font rien d'autre que de bavarder de bêtises superficielles, enfin, et à chaque fois, ces nouvelles sont chacune horriblement dramatique. À chaque fois, c'est un drame, il se passe des catastrophes, et en même temps, il y a une espèce d'humour noir. Donc, il décrivait des situations terribles, mais je pouvais pas m'empêcher de rire, vous voyez. Et il y en a une qui se passe, alors ça, c'est tout à fait hilarant, parce que là, en plus, il y a des occidentaux qui paraissent dans un centre de yoga.
Et alors, il y a tous ces illuminés qui arrivent, vous voyez, d'Angleterre, je sais pas trop, enfin, vous voyez, voilà. Et tout est comme ça. Vous voyez, donc on a vraiment des milieux totalement différents. Il y a des endroits où on est on est en Assam, un autre endroit, on est au sud, au nord, dans les montagnes, dans les plaines, une autre se passe dans une plantation de thé, enfin, vous voyez. Et donc, à chaque fois, on change de cadre socioculturel et complet, puisque c'est pas les mêmes langues. Il y a des allusions aux langues et les langues sont différentes. Il y a des allusions plus ou moins religieuses, ce ne sont pas les mêmes. Il y a des situations, il y en a une nouvelle qui se passe dans les milieux plus ou moins les milieux du cinéma. Enfin, vous voyez, donc toutes sortes d'éléments qui une espèce de mosaïque qui donne une image assez drôle de l'Inde. Donc, on est au niveau déjà de ce niveau-là. Après, donc, on a 3, en passant au niveau suivant, c'est-à-dire le bloc constitué par le support et par les conditions de production et de réception. Donc, le modèle normatif se précise encore un peu plus. Et alors, c'est là, évidemment, que interviennent ça c'est le bas du paragraphe, vous avez la série médias, presse dite de qualité, etc. Bon, qui ne nous concerne pas, mais comme il explique que pour le roman, par exemple, sera motivé culturellement par une forme plus précise selon le type de roman. Et effectivement, dans la note, il vous dit le roman d'aventure va annoncer la couleur de la couverture, etc. Donc, effectivement, tous ces points-là, dans mon cas précis, comme je vous le disais, donc là, ça s'affine. Après, nouvelle, Inde, 1.2 billion, la population, et donc chaque nouvelle représentative. Donc là, le support et donc les conditions de production et de réception vont jouer à ce niveau-là, parce que c'est un livre qui va être vendu dans, on va dire, des bonnes librairies, vous voyez, parce qu'il y a en France ce qu'on va appeler les livres de gare. C'est une question de circuit de distribution. Donc, dans les gares, souvent, je dis souvent, c'est pas peut-être vrai à 100%, mais vous avez de la littérature, ce qu'on appelle de la littérature de gare. Voilà. 4e niveau, là on descend, et on a l'intentionnalité du producteur, les rapports entre interlocuteurs, voilà, donc à prendre en compte, mais aussi isoler les attentes liées à l'identité même des interlocuteurs, qu'ils soient producteurs ou récepteurs. Donc, alors évidemment, il parle ensuite de la télévision. Bon, ici, ça nous intéresse pas, mais seule la dernière phrase va nous intéresser. Le support roman se précisera avec l'identité de l'auteur qui s'insérera alors dans un réseau d'attente. Et dans mon cas particulier, ce qui était intéressant à noter, c'est que Mahesh Rao, qui maintenant est revenu en Inde et vit à Mysore, était né déjà hors de l'Inde et a vécu longtemps à Londres, a fait ses études là-bas, il a travaillé une partie du temps là-bas, maintenant il est en Inde, mais il a aussi à la fois un regard de l'intérieur, puisque lui-même est concerné en tant que citoyen de l'Inde, mais aussi un regard de l'extérieur, de celui de quelqu'un qui a vécu loin de son pays. Je dis ça parce que c'est par exemple, quand vous suivez les informations politiques, par exemple, quand il y a des élections, des choses comme ça et tout, quand vous regardez ce qui s'écrit dans des journaux, par exemple en France, si je prends des journaux belges ou suisses, voyez, des journaux francophones directement, le point de vue ne sera pas le même que celui de la presse française. Il y aura une espèce de
de recul, une espèce de recul plus objectif, hein, parce que la personne est moins dedans. Voilà. Un autre regard en tout cas, même sans porter de jugement de valeur. Voilà. Donc là, ça crée des situations différentes. Autre cas d'espèce, hein, là, le dernier roman non, c'est pas le dernier, là, je me perds un peu, enfin, le dernier qui est sorti, on va dire, qui lui est d'un auteur canadien, mais de population autochtone. C'est-à-dire, ce sont les Premières Nations canadiennes, qu'on appelle indiens aussi d'ailleurs, mais qui n'ont rien à voir avec l'Inde, hein, voilà, les Native Americans, hein, mais eux qui sont les Premières Nations, hein, les Canadiens les appellent autochtones ou Premières Nations, etc. Là aussi, c'est à la fois un point de vue canadien, mais aussi un point de vue de Première Nation. Ce qui n'est pas du tout la même chose, et il ne décrit pas du tout une expérience que vivrait quelqu'un qui serait originaire, je sais pas, de famille initialement écossaise ou française venue au Québec, etc. Donc voilà. Donc là aussi il y a un rétrécissement. Voilà. Alors donc le 5e niveau est le concept. Le contexte discursif. C'est-à-dire discursif, c'est celui du discours, le contexte du discours, voilà. Et qui est en fait lié aux 4 niveaux précédents, ce qui vous dit, hein, lorsqu'on parle de politique ou de médecine, on change de type de vocabulaire. Et ça, dans la littérature, c'est exactement la même chose. Parce que les personnages ont des professions, ont des activités, ont des passe-temps qui vous amènent, quand vous êtes traducteur, à entrer dans des domaines techniques parfois extrêmement précis. Et ça, c'est un autre élément à prendre en compte. Ça crée un registre, on va dire, ça introduit un registre scientifique, enfin je dis scientifique au sens large du terme, dans le monde littéraire, qui est à prendre extrêmement au sérieux. Parce que généralement, les auteurs se documentent très sérieusement, justement, et les traducteurs doivent faire de même. Et on ne peut pas faire, là on ne peut pas faire n'importe quoi. Là aussi, on est dans une situation assez délicate, où on doit faire appel à des spécialistes parce que même souvent sur Internet, on n'a pas tous les éléments pour résoudre ces problèmes. Alors, ceci dit, Internet de nos jours facilite grandement les choses, mais il faut savoir bien chercher, notamment pour tout ce qui relève de la faune et de la flore, et surtout de la flore. Il se trouve que, par le hasard, si vous voulez, de la mise en place de la botanique, notamment par un très grand botaniste français qui s'appelle Linné, et à la suite, bon, les choses se sont perpétuées, il a donné un nom latin à toutes les plantes qu'il a découvertes et toutes les plantes connues. Et si vous voulez, c'est devenu une espèce, là pour le coup, une norme. Donc, quand on découvre une plante, et vous savez bien mieux que moi que dans un pays comme le vôtre, où il y a tant de régions, de langues, etc., la même plante peut apparaître sous des appellations très différentes. Donc l'appellation ici ne sera pas la même que là. Le point de repère, ça, c'est le latin. Et à partir de là, vous pouvez rechercher le mot, par exemple français ou espagnol ou n'importe quoi, qui va correspondre, mais en même temps, après, il faudra que vous réussissiez à résoudre le problème d'éventuellement appellation régionale et tout. Mais une fois que vous avez déjà trouvé le mot exact et que vous savez de quelle plante il s'agit, là, après, vous pouvez commencer à travailler. Et grâce à Internet, vous pouvez voir à quoi ressemble la chose. C'est-à-dire que vous avez des descriptions de couleurs, par exemple, quelquefois,
que vous avez du mal à visualiser quand vous voyez les photos et toutes les nuances. Donc vous dites, ah, c'est cette nuance-là. Et ce que ça vous donne aussi, ça vous donne la taille. Ça a l'air bête, mais vous savez, quand on est face à une plante qu'on ne connaît pas, eh bien, que ce soit une plante de quelques centimètres ou de quelques dizaines de mètres, on ne le sait pas nécessairement. Et là, ça peut éviter de faire de grosses erreurs. Voyez. Et s'il y a des notions comme des notions d'ombre et tout ça, selon la plante, voilà, on comprendra mieux certaines choses. Ça, autrefois, c'était beaucoup plus difficile. Maintenant, avec Internet, on peut voir les choses de près, mais c'est pour ça pour tout, il faut apprendre à chercher. Et même chose, alors là, pour les bruits que font les animaux, c'est pareil. On cherche un petit peu et on trouve les bruits des animaux. On peut même les entendre. On peut, voyez. Donc, voilà. Donc ça, c'est bon. Donc là, je suis arrivé du coup à ce niveau 6, qui est le contexte réel de réception. Voilà. Donc, alors évidemment, là, pour nous, c'est assez difficile à imaginer en littérature, bien qu'on puisse avoir une idée assez précise à partir du moment où on sait quel genre de livre on traduit. On sait quel genre de lectorat sera touché, et bon, il est à mon avis inutile d'imaginer un lecteur modèle, parce qu'un lecteur modèle, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut, on tend à considérer en traduction littéraire deux choses. Les gens qui traduisent pour quelqu'un et les gens qui traduisent quelque chose. Et je pense que si vous avez la prudence et la sagesse de traduire quelque chose, vous vous en sortirez mieux que si vous traduisez pour quelqu'un. Parce que traduire pour quelqu'un, dans la traduction pragmatique, c'est absolument nécessaire, parce que vous avez un donneur d'ordre. Donc, et votre donneur d'ordre, il attend quelque chose de particulier. Donc là, vous orientez, voilà, vers telle ou telle chose. Mais en littérature, vous traduisez un auteur. Donc c'est quand même, vous traduisez l'œuvre de quelqu'un, donc quelque chose. Voilà. Donc ça, je pense que c'est ce qu'il faut bien garder en tête. Et pour les gens qui étaient là à midi, dans la discussion, justement, la dimension, justement, littéraire, tout ce qui est stylistique, tout ce qui est musical, tout ce qui... Bon. Et c'est ce qui diversifie les auteurs les uns des autres. Hein. On les reconnaît, justement, à leur style. Hein, je vous sors une phrase de tout contexte. Hein, on sort une phrase de tout contexte et on la met comme ça. Vous voyez, une espèce de phrase dans laquelle il n'y a rien de bien particulier. Il y a déjà, même si vous ne reconnaissez pas l'auteur, vous avez une idée de ce que peut être l'auteur ou de qui peut être l'auteur par rapport justement au style d'écriture. Voilà. Oui. Allez-y. Ce que vous dites, ce que vous venez de dire, en littérature, il faut traduire l'auteur, oui, c'est vrai, mais que pensez-vous si on traduit un auteur, mais on a un lectorat pas le même que l'original? Peut-être par exemple un auteur qui écrit pas toujours en gardant la tête que j'écris pour les enfants ou les jeunes, mais si le traducteur veut traduire cet auteur pour le lecteur plus jeune, pour les introduire à cet auteur. Donc, qu'est-ce que vous... Ah ben là, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose, parce que là, justement, on se trouvera dans la situation d'un travail pour un donneur d'ordre. Voyez? C'est-à-dire que là, vous aurez un éditeur de littérature jeunesse, ou de littérature pour la jeunesse, qui va vous dire, bon, j'aimerais une version, et il n'utilisera pas le mot traduction, de tel ouvrage qui sera une adaptation pour la jeunesse,
Voilà. Bon, il y a des cas extrêmement célèbres. Hein, un des cas de littérature américaine les plus célèbres auxquels je pense à l'instant, ça serait sans doute Moby Dick, hein, de Melville. Moby Dick est un roman avec extrêmement savant. Il y a des chapitres entiers justement sur sur les cétacés, sur tout ce que sont les cachalots, les machins, les modes de reproduction, de nourriture et tout ce que vous voulez, etc. Dans les livres pour la jeunesse, tout ça disparaît. On ne garde que le côté aventure. Vous voyez, on simplifie. Voilà. Ça, c'est pas la même chose. Ça, c'est pas le même type de travail. Ça va vraiment être un travail d'adaptation pour. Hein. De même que quand on va adapter un roman au cinéma, si on adaptait dans le moindre détail certains romans particulièrement épais et fournis en détail, on fera des films de plusieurs dizaines d'heures. Donc, si on veut faire un film qui entre dans un créneau qui ne va pas dépasser 2 heures, qui est déjà relativement long, on va nécessairement, enfin le réalisateur et l'adaptateur va nécessairement opérer des coupes. Ça, c'est pas, voilà. Non, là, quand je parle, quand on me demande de traduire un roman et que j'accepte de le faire, c'est voilà, c'est l'œuvre intégrale qui est traduite. Voilà. Madame, oui. Alors, dans ce cas-là, est-ce que le traducteur fait 2 tâches à la fois, adapter et puis traduire, ou bien traduire et puis adapter? Pour la jeunesse de littérature, par exemple, on fait des Arabian Nights, Ouais. de l'arabe, d'Arlindi ou quelque chose. Alors, d'abord, on traduit et puis on essaie de faire une version pour la jeunesse, littérature de jeunesse, quelque chose. Je crois pas, non. Je crois pas. Je crois qu'on fait directement l'adaptation. C'est-à-dire qu'on prend, le cas justement des Mille et une nuits, on va prendre, peut-être que déjà on va sélectionner certaines histoires, certains des contes. Alors on va dire, celui-là. Quels sont les contes qui seront les mieux adaptés, donc dans un autre genre adapté aux enfants, pour pas leur donner des choses. Parce que dans la littérature pour la jeunesse, il y a toujours une dimension à la fois éducative, morale, distrayante, et qui doit être accessible. Donc on va sélectionner un certain nombre, et puis dans chaque conte, on va faire une adaptation qui va être une espèce de forme de résumé, qui va reprendre des grandes idées, qui va peut-être un petit peu broder, insister sur les côtés, belle princesse, ou alors pro chevaliers qui partent à la conquête avec leur sabre, voilà. Mais oui, non, je pense pas qu'il n'y a pas les deux tâches en parallèle, non, parce que c'est pas du tout le même travail, hein. L'une n'aide pas l'autre, non, à moins que quelqu'un travaille, mais ça j'ai pas d'exemple en tête, de quelqu'un qui aurait travaillé à partir de traductions pour faire des sortes de ce qu'on appelle des versions expurgées. Expurgé, E-X-P-U-R-G, expurgé, c'est-à-dire vous avez de purger, vous voyez les purges qu'on donne, voilà, une version expurgée, c'est-à-dire une version de laquelle on a enlevé certaines choses. Alors ça existe pour d'autres raisons, pardon. Non, je voulais vous demander, expurger, abréger, ce sont des mêmes choses? Non, pas du tout, non. Pas du tout. Abrégé, ça veut dire qu'on fait plus court. Tout simplement. Abrégé, c'est qu'on fait plus court. Un abrégé, même ça existe sous forme nominale, un abrégé est une forme raccourcie. Voilà. Et on a même des livres qui s'appellent, vous allez en trouver des manuels notamment scolaires du genre, vous avez un abrégé de mathématiques ou abrégé de ceci, de cela. C'est-à-dire qu'on va vous donner une espèce d'aperçu général
de choses un peu compliquées. Donc on fait une version raccourcie, donc plus accessible. Voilà. Expurger, non, c'est qu'on a sorti des éléments. Je vais vous donner un exemple précis, justement, puisqu'on est en littérature jeunesse, des éléments qu'on ne voulait pas pour une raison ou pour une autre. Par exemple, j'ai un doctorant, il y a longtemps, qui m'avait fait un doctorat sur les traductions françaises de Huckleberry Finn et de Tom Sawyer de Mark Twain en français. C'était un gros travail de recherche, parce qu'il y a beaucoup de traductions. Et au cours de sa recherche, bien entendu, moi c'était aussi une chose que j'avais jamais eu l'occasion de remarquer, parce que bon, on ne lit pas toutes les traductions existantes, etc. Il s'est aperçu que à l'époque où Jules Ferry, donc le ministre français qui a rendu l'école obligatoire, c'est-à-dire donc dans l'histoire française, si vous voulez, il est arrivé un moment vers, je vais pas vous donner de date parce que je peux chercher pour pas vous dire de bêtises. Là, Jules Ferry, on va tout de suite chercher pour que au moins je vous donne une date précise. Voilà, quand est-ce que c'est? Voilà, c'est ça. Là, c'est été voté en 1880-1882. Donc, voilà. Donc, à cette période-là, l'école, donc, tous les enfants français devaient aller à l'école. Tous, sans exception. Et à partir de cette période-là, bon, déjà avant, la figure de l'instituteur, dans les villes, dans les villages, dans les quartiers, l'instituteur était une personnalité. Quelqu'un de hautement respectable. Alors, il y avait surtout des instituteurs, mais il y avait aussi des institutrices, des femmes. Donc, c'était des personnalités vraiment qu'on respectait de manière absolue. Il se trouve que dans les livres de Mark Twain, il y a des passages complets où les enfants ne cessent de faire font toutes sortes, se moquent, les enseignants sont tournés en ridicule, ils font des bêtises, etc. Eh bien, dans les traductions qui ont été publiées à ce moment-là, tous ces passages-là ont été expurgés. Voilà. Parce que il n'était pas question de mettre entre les mains des enfants des livres qui leur étaient destinés où justement on traitait les instituteurs et les institutrices de telle manière. C'est comme censurer. Pardon? C'est comme censurer. C'est pas censuré, c'est pas exactement la même chose. On enlève. C'est une forme de censure, mais expurgé, on enlève. Censure, je vais vous donner un autre exemple que m'avait donné alors ça, c'est des étudiants iraniens qui me les avaient donnés. Vous savez que l'Iran est une république islamique, et c'est un pays dans lequel, en principe, officiellement, ne circule pas une goutte d'alcool. Voilà. Dans les maisons, il y en a. Bon. En contrebande, il y en a. Mais l'alcool est totalement banni, interdit. Et donc là, il y a une censure. Donc, qui censure toutes sortes d'autres choses. De même que pour les films, on voit pas les cheveux des femmes, on voit pas les bras, etc. Donc, tout est censuré. Voilà. Et quelqu'un m'avait raconté cette chose extraordinaire, c'est qu'en persan, il y a un mot qui est le même pour dire la sueur et alcool. Une certaine forme d'alcool, voyez. Bon. Et j'imagine que la censure sur les livres se fait de manière plus ou moins informatique, ou est faite par des gens qui ne sont pas peut-être très cultivés. Ils ont leur objectif, on veut pas ça, on veut pas ça, on veut pas ça. Et donc, un personnage s'est retrouvé ainsi, avec du jus d'orange qui lui coulait sur la tête, sur le front. Ben oui, parce que c'était des gouttes de sueur qui s'étaient transformées. Alors, c'était pas des gouttes d'alcool du tout, vous voyez, les gouttes de...
Voilà. Bon, c'était une remarque anecdotique. Ça, c'est de la censure. Voilà. Parce que c'est... Voilà. C'est-à-dire, le traducteur doit identifier la culture, le public cible pour lequel il fait la traduction d'abord. Est-ce que c'est ça? Par rapport à quoi? Par rapport... Des pratiques culturelles, la situation culturelle, le traducteur doit identifier le public cible pour lequel il fait la traduction. Alors, je vais vous répondre une réponse de Normande, oui et non. Alors, je vais vous dire non parce que ça, c'est mon principe. Je ne traduis pas pour quelqu'un, je traduis un livre. Voilà. Là, je vous dis non. Je vous dirais oui dans la mesure où, comme je traduis un livre, il se trouve que dans ma pratique, je traduis des livres souvent très marqués culturellement, je conserve des éléments culturels du livre d'origine. Voyez? Et là, se pose la question. Souvent, les gens me disent « Oh oui, mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi, voilà, pourquoi ceci? Pourquoi cela ?» Et donc, comme je vous le disais, je fais relire, et quelquefois c'était un ami ou une amie qui relit qui me dit « Oh mais là il faudrait que tu mettes une note ». Et moi je dis non. Non, parce que le lecteur, après tout, il a le droit, parce que de toute façon, quand je vais prendre un livre d'Inde, ou de la Caraïbe, ou de cette première nation, si vous voulez, donc Ojibwe du Canada, du fin fond du Canada, et que je vais donner ce livre à lire à Madame Tout-le-Monde en Angleterre ou Monsieur Tout-le-Monde en Angleterre. Est-ce qu'il comprendra mieux, sous prétexte que c'est écrit en anglais, que Monsieur ou Madame Tout-le-Monde à Paris, ou enfin en France? Non. Non. Ceux qui comprendront mieux, ce seront les gens de l'Inde si l'auteur est indien, des Antilles si c'est un auteur de la Caraïbe, du Canada si c'est un auteur du Canada, mais l'anglophone qui ne connaît pas cette culture, ça sera pareil. Donc, voyez, c'est ça que je veux dire. Mais par contre, je vais pas mettre des choses, je vais pas laisser des choses complètement incompréhensible. Bon, là, on parle pas du tout des points culturels qui sont quand même importants. Il y a des moyens de les traduire ou d'aider à comprendre. Disons que souvent, le contexte permet de comprendre que c'est un vêtement ou que c'est quelque chose qui se mange. Voyez, de comprendre que c'est bon ou que c'est pas bon. Puis, peu importe. Ça va être bon pour le personnage. Peut-être que le lecteur, si on lui donnait à manger, il trouverait ça infect. Voyez. Donc, ou comprendre que c'est sucré, salé, que c'est... Ce qui est important, c'est de savoir que, je sais pas, que c'est le plat préparé par la grand-mère et que ils sont tellement contents de retrouver à chaque fois qu'elle est là, puis après sa mort, d'imaginer les saveurs. C'est ça qui compte dans le roman. C'est pas la recette. De savoir que... Mais, alors, par contre, il m'est arrivé d'adapter, justement, dans ce fameux roman de Mahesh Rao, où Barijabeh, à un moment donné, les personnages mangent des rôtis. Ça, je pouvais pas le garder, c'était impossible. Parce que si je mets le mot rôti en français, les gens vont penser à un rôti de bœuf. Mais absolument. Même si l'orthographe est sensiblement différente, les gens vont penser qu'il y a une coquille, ils vont penser à ça. Même en Italie. Ou en Italie. Non, ce que j'ai fait, c'est j'ai mis chapati. J'ai mis chapati. Ou bien du pain indien. Non, je préférerais quelque chose qui soit assez proche, et puis qui ait vraiment une sonorité autre. Voilà. C'est quoi la galette? À la galette, c'est... Alors, la galette... Alors, non, ça, c'est extrêmement compliqué, parce que si vous mettez galette,
En français, ça peut vouloir dire plusieurs choses. La galette, celle qu'on a dans le petit chaperon rouge, par exemple, la galette au beurre que fait la grand-mère, c'est un biscuit sec. C'est un biscuit rond. Alors, il y en a des petites, il y en a des moyennes, il y a les grandes galettes comme ça. Et c'est un biscuit qui est à peu près épais comme ça, qui est fait avec du beurre, des œufs, c'est une sorte de pâte sablée qu'on mange comme ça, qui croque. Donc, ça n'a rien à voir. La galette, si vous êtes en Bretagne, c'est autre chose. C'est la galette de sarrasin, c'est-à-dire c'est la crêpe salée. C'est-à-dire que la crêpe est sucrée, elle est faite à la farine de blé, donc c'est cette crêpe très fine, vous voyez, qu'on va servir avec toutes sortes de choses, ça peut être de la confiture, du chocolat, enfin on en met plein, les recettes maintenant il y en a de plus en plus, et il y a la galette de sarrasin, la galette, qui est en fait la même crêpe, mais faite avec du sarrasin. Donc si je mets galette, ça va pas. Si je mets galette indienne, les gens vont pas comprendre. Si je mets un mot différent, bon, après tout, ils comprendront peut-être pas, mais au moins, ça va localiser la nourriture. Vous voyez? Voilà. C'est à partir du moment où il y a des repères culturels, moi je tiens à les laisser. Bon, voilà. Donc là, c'était des digressions autour de des contextes divers qui se mettent en place. Mais donc vous voyez comment un contexte de quelque chose de général, où on arrive au plus petit, et qui après on crée justement des registres qui vont s'inscrire dans des niveaux de langue, mais qui vont aussi s'inscrire dans un cadre culturel dans d'autres cas. Voilà. Alors, donc, toujours à la page 82, donc une fois qu'on est arrivé à ça, donc en 8, là il met un élément 8 pour conclure, l'effet niveau de langue revient à un écart par rapport au schéma normatif tel qu'on peut le dégager en analysant une situation donnée en fonction des 6 niveaux que je viens de définir. Voilà. Donc c'est là en plus toujours la mise en place par soi-même de tous ces éléments. Alors après, bon, à mon avis, il n'est pas utile de s'attarder sur l'exemple qu'il donne de Brigitte Bardot dans la presse, parce que ça, bon, c'est un exemple issu de la presse, donc comme on parle de texte littéraire, ça, c'est pas très intéressant. Mais par contre, là où on peut aller directement, c'est sur la suite qui, bon, on va dire qui va commencer page 87 et surtout page 88, et qui nous prend, si vous voulez, la notion de traduction et qui va, et là où il parle du traducteur, page 88, comme opérateur. Voilà. C'est-à-dire que, alors voilà, il explique là, si vous voulez, cette tendance qu'on a à occulter l'importance donc du traducteur comme opérateur, c'est-à-dire on a tendance à gommer la situation de réénonciation dans laquelle le traducteur se trouve. Quand ici Lanshusen et les linguistes parlent de réénonciation, on peut exprimer la chose autrement en disant que l'acte de traduction est un acte d'écriture. C'est-à-dire que donc on produit un énoncé dans une autre langue, donc c'est véritablement un exercice d'écriture. C'est bien pour ça que je dis et que je répète qu'on doit avoir une connaissance extrêmement fine et précise de la langue dans laquelle on écrit. Il ne peut pas y avoir la moindre approximation, parce que le moindre petit détail
peut prendre une grande importance. Voilà. Alors après, on peut s'attarder sur quelques points de la suite de cette page, comme ce qui parle de vision naïve de la traduction, qui repose sur un double leurre, celui qui consiste à opérer au niveau du mot comme unité de traduction. C'est une pratique dénoncée, il dit entre autres par Michel Ballard. Michel Ballard, c'était un collègue, je dis c'était parce qu'il est décédé maintenant il y a au moins 3 ans, qui était à l'université d'Arras, l'université d'Artois à Arras, donc il faisait aussi de la recherche en traductologie. Donc il y a le mot, donc beaucoup de gens vont considérer que le mot est une unité de traduction et que quand on traduit les unités de traduction les unes après les autres, on produit une traduction. Mais c'est pas, justement, ça ne se limite pas à ça et c'est pas aussi simple que ça. Et il y a celui qui consiste à postuler que les niveaux de langue fonctionnent de la même manière dans 2 langues différentes quelles qu'elles soient, sans même prendre en considération le flou que l'on connaît en manière d'étiquette, il est absolument absurde de prétendre que le vulgaire, par exemple, fonctionne de la même façon dans 2 cultures différentes. Et ça, c'est absolument exact. Hein, il y a des choses qui seront tolérables dans une autre et qui ne le seront pas dans une langue et qui ne le seront pas une langue culture, on va dire, et qui ne le seront pas dans une autre, pour différentes raisons. Et même l'utilisation de certains concepts, hein, qui vont... le français, par exemple, va utiliser des concepts, on va dire... bon, là, évidemment, c'est des références lexicales que je vais vous donner, mais disons que le français va avoir une tendance à utiliser des concepts savants de manière banale. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il va y avoir dans la langue française, du fait de la présence depuis très longtemps de mots d'origine grecque et latine, l'introduction de concepts savants, c'est-à-dire des mots mis en place par des chercheurs qui vont être des mots avec des consonances grecques, etc. Ils vont passer facilement dans la langue française. On va les trouver, ils vont être banalisés. Si on met l'équivalent exact, vous voyez, si ce même concept intervient de la même façon dans une traduction en anglais, ça va tout de suite monter le registre. Alors qu'en France, ça peut ne pas nécessairement vouloir dire qu'il s'agit d'un registre élevé. Vous voyez que les personnes qui utilisent ces concepts sont des gens particulièrement cultivés. Donc, si vous voulez, les étiquettes, la manière de percevoir les choses, c'est exactement ce que je vous expliquais un petit peu dans les tout premiers échanges qu'on a eus quand je vous parlais des techniques, hein, et ces procédés de traduction au niveau de la modulation. C'est exactement, ça se manifeste comme ça. On perçoit les choses différemment, donc on va pas fonctionner. Ça veut dire qu'on fonctionne pas de la même façon. Donc dans le paragraphe suivant, il nous explique, bon, on va dire 3e ligne, en effet, il est tentant d'établir des normes stylistiques dans 2 langues qui servent de point d'ancrage. Cependant, force est de constater que l'on est obligé d'opérer avec des catégories très larges. Bon, puis là, il revient à la presse, aux différentes catégories que lui utilise, mais qui ne nous concernent pas directement. Voilà. Donc, les normes ne sont pas aussi faciles que ça à mettre en place. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est ce qui remet, donc, c'est cette espèce de classification qu'il propose à la page 89. En 1, le traducteur n'est pas un opérateur neutre.
Voilà, bien sûr. Mais un individu avec à la fois son histoire linguistique et culturelle, sa compétence linguistique et sa propre conception de la traduction. C'est vrai. Ça, on peut pas... nous sommes chacun un être humain différent, voilà. Bon, on peut s'obliger à respecter un certain nombre de choses. Vous voyez, de même qu'on va s'obliger, on a appris les bonnes manières, entre guillemets. Vous voyez, là, on va apprendre les bonnes manières de traduction. Parce qu'on va pas faire n'importe quoi. Hein, comme dans le texte qu'on traduit, là, on va dire, bon, écoute, c'est l'histoire de notebook, là, ça nous casse les pieds, donc, bon, la phrase, on la raccourcit parce que ça, je sais pas le traduire, ça, je le change parce que ça serait mieux si je l'écrivais comme ça. Même si on le pense, ça n'a pas d'importance, on n'est pas là pour faire autre chose. 2. Chaque acte de traduction implique un positionnement par rapport aux deux langues culture en présence. Voilà. Et là, il a introduit un mot sur lequel je vais revenir, où l'on peut essayer de privilégier les caractéristiques linguistiques, voire idéologiques de la langue de départ, ou bien de les normaliser au maximum. Donc là, si vous voulez, c'est une prise de position éthique du traducteur ou de la traductrice. Il parle de langue culture. Le mot langue culture est un mot qui a été inventé par Henri Méchonic, qui était un linguiste et traducteur français, grand spécialiste de la Bible, et qui a beaucoup travaillé sur la poétique, donc sur la langue. Et ses livres sont très intéressants, mais extrêmement complexes. C'est extrêmement difficile à lire, mais c'est passionnant. Mais il n'a quasiment pas été traduit. C'est curieux, c'est pas été traduit. Bon, déjà, donc la langue culture, ce qu'il dit par là, c'est que quand on est originaire, si vous voulez, d'un monde à la fois linguistique et culturel. Et ma langue culture, si ma langue est le français, ma langue culture est une langue qui est influencée par l'environnement dans lequel j'ai grandi, j'ai été élevé, j'ai vécu, j'ai vu, etc. Qui est Paris et sa région, l'enseignement que j'ai reçu là, ma famille avec ses habitudes, etc. Et bien que cette langue soit le français et que ma culture soit la culture française, elle est nécessairement différente de celle d'autres Français de France et a fortiori d'autres francophones hors de l'Hexagone. Enfin, Français de France hexagonale est différente des Français d'ailleurs. Parce que notre langue est sensiblement différente, notre culture, on ne mange pas les mêmes choses, on ne se lève pas au même moment, on ne se couche pas, enfin, vous voyez, on perçoit chacun les choses différemment. Voilà. Donc, nous sommes tous comme ça, et donc cet environnement général qui a toujours été avec nous, fait que nous avons une manière de penser, de raisonner et d'écrire qui correspond à cet ensemble-là. Dans ma propre réflexion, je pense qu'on peut aller même plus loin. Donc, il m'est arrivé d'utiliser la forme langue culture à ma façon, mais au lieu de mettre un tiret, de mettre une barre oblique pour la distinguer de ce que Méchonic a fait, où cette langue culture n'est plus celle plus générale du milieu environnant au sens relativement large, mais au sens plus restreint de la personne que chacun est. C'est-à-dire que ma langue culture à moi n'est pas la même que celle qui était ma voisine de classe et ma voisine de rue. Voyez.
parce que le milieu dans lequel elle a vécu était sensiblement différent du mien, et les grands-parents, et les origines des grands-parents, et les habitudes sociales, etc., etc., étaient... Donc, après, chaque individu développe sa propre, aussi, langue culture. Donc ça, c'est une notion qui me paraissait intéressante que Méchonic a introduite. Et donc là, la suite de cette phrase, et ça c'est un paragraphe, ce paragraphe 2 me paraissait extrêmement riche, parce qu'on peut privilégier les caractéristiques linguistiques, voire idéologiques de la langue de départ, ou les normaliser. C'est-à-dire que si vous traduisez un texte qui est très fortement marqué sur le plan linguistico-culturel, de la langue culture, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez laisser cette espèce de, on va dire, de rudesse? Quelquefois, ça donne une langue bizarre, vous voyez, rude. Ou est-ce que vous allez normaliser, c'est-à-dire vous dire, il faut que le maximum de lecteurs se sentent à l'aise et entrent dans le texte facilement. Et là, le traducteur, après, c'est une décision personnelle. Ma position, c'est rude, eh bien, ça reste rude. Point. Ils se débrouillent. Moi, je me suis débrouillé. Ils se débrouillent. Enfin, je schématise. Alors, par exemple, Marcel Proust, une phrase de 2 pages, vous n'en faites pas 25 phrases. Vous n'en faites pas 25 segments. On laisse les 2 pages à suivre. Je dis ça parce que quand j'ai traduit l'autobiographie de Henry James, quand j'ai rendu mon volume à l'éditrice, qu'elle l'a lu, elle me dit, eh ben dis donc, Marcel Proust, c'était du style télégraphique à côté. Non, c'était pas du style télégraphique, c'était, en fait, bon, elle plaisantait, mais c'était identique parce que justement, Henry James, dans sa correspondance à la fin de sa vie, c'est-à-dire aux environs de la guerre de 14, il a écrit ça, et il dit à un moment donné, je suis en train de lire quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que moi-même j'écris actuellement, j'ai écrit, et donc c'était le premier volume de Marcel Proust qu'il lisait. Voilà. Je ne vous dis pas que traduire ce texte a été d'une grande facilité, parce que quand on a une phrase qui commence et que vous vous retrouvez avec des veilles, des je ne sais trop quoi, on ne sait même plus à quoi ça se rapporte. Quand vous avez des veilles, justement, le veille anglais il est plus facile qu'en français, parce qu'en français, vous êtes obligé de choisir entre un il et un L, avec un S certes, mais enfin, il faut faire un choix. Donc, et là, vous voyez, ce ne sont pas des problèmes lexicaux qui se posent. Pas du tout. Mais, après tout, une fois que j'avais réussi à élucider ces problèmes purement techniques, bien, je laissais toutes ces phrases avec toutes ces circonstancielles, ces subordonnées et tout ça qui suivaient les unes après les autres. Voilà. Bon. Mais ça, après, c'est justement la différence entre ce que je disais initialement, traduire pour ou traduire quelque chose. Voilà. Petit 3, là, le traducteur travaille sous la direction d'un commanditaire, ce que j'appelle aussi le donneur d'ordre, le commanditaire, mais le commanditaire, bien sûr, il est vrai pour tout ce qui est traduction pragmatique. Par contre, en traduction littéraire, à moins qu'on ait ce que vous évoquiez tout à l'heure, le cas d'un commanditaire qui demande une adaptation jeunesse, c'est-à-dire on a un ouvrage de 1000 pages, on va en faire un fascicule d'une 50aine de pages pour des jeunes et en plus jeunesse, on a des tranches d'âge en général. Donc voilà. Donc là, évidemment, on travaille dans le cadre d'une commande. Voilà. Mais sinon,
la question va pas se poser. Alors, pour terminer sur ces points, il donne un exemple. Là, par contre, on peut regarder un petit peu, parce que autant celui de Brigitte Bardot nous intéressait pas, mais celui de Madame Bovary va nous intéresser davantage, où il mentionne les inévitables dissymétries interculturelles engendrées par des effets de niveau de langue. Et c'est ça qui m'intéresse, parce que très souvent, la première chose sur lesquelles les jeunes traducteurs butent, ce sont les problèmes lexicaux, alors que les problèmes lexicaux, c'est ce qui se résout le plus facilement. Et il ajoute, c'est dans le premier paragraphe, il est à espérer que le concept de niveau de langue repère contribue à cette relativisation et constitue un élément d'information décisif dans le choix des paraphrases potentielles. Voilà. Donc, il revient à la mise en place d'un niveau de langue repère. Et voici l'exemple qu'il donne de Madame Bovary. C'est toujours riche d'avoir des exemples parce que là, on comprend bien. Voilà. Donc, il explique vers la fin de Madame Bovary, l'héroïne se précipite au château de son ancien amant, Rodolphe, afin de demander à ce dernier de lui prêter de l'argent. À son arrivée au château, le dialogue suivant s'établit. « Tiens, c'est vous, dit-il en se levant brusquement. « Oui, c'est moi. Je voudrais, Rodolphe, vous demander un conseil. » Et voici 3 des traductions publiées. « Well, it's you, he said, standing abruptly. « Yes, it's me. Rodolphe, I need to ask you your advice. »« Lord, it's you, he said, getting up hastily. « Yes, it's me. Rodolphe, I want some advice. »« You? » he said, springing up. « Yes, she said. Rodolphe, I want to ask your advice. » Voilà. Donc c'est très intéressant. Et là, je crois qu'on peut lire tout ce qu'il écrit. Il me semble que ces 3 traductions soulèvent un certain nombre de problèmes, justement parce qu'on n'a pas abordé la question du niveau de langue. Il s'agit, comme j'ai essayé de le démontrer, d'un effet cumulatif, d'un écart par rapport à une norme perçue. Or, le discours de Rodolphe traduit une certaine décontraction de façade. Peut-être. Non. Oui, c'est ça. De façade, peut-être, que son « tiens » rend manifeste. C'est-à-dire, Rodolphe, qui pense « ah bah tiens, la blague qui revient. Bon. Donc, je vais prendre l'air décontracté. Tiens » Voilà. Mais, donc, il n'y a pas de grande familiarité, etc. Donc, décontraction de façade. Le discours d'Emma semble ne pas être marqué. Oui, c'est moi. Ça a l'air très très neutre. Pour devenir par le biais de la syntaxe hésitante, je voudrais, donc on est au conditionnel, on n'est pas je veux, je voudrais Rodolphe, donc humble, voilà, vous demander un conseil. En plus, voilà. Donc les 3 traductions introduisent des écarts bien différents. Et donc là, on peut faire confiance à Alan Susan puisqu'il est anglophone de naissance. Le well de Wall, le premier traducteur, fait paternaliste. Well, mon petit. Voilà, well. Le Lord de Russell, tout en connotant la classe supérieure, ce qui est le cas de l'écart entre Emma et Rodolphe, traduit un choc. Lord. Tandis que le you de Hopkins relève du mélodrame. Alors là, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit aussi que nous avons là, en français, la ponctuation a aussi un rôle important dans la traduction. Si l'on observe le français, on s'aperçoit qu'il y a un point d'interrogation, un point d'exclamation après le tien,
Un après c'est vous et un après oui c'est moi. Donc c'est très fortement marqué. Hein, l'exclamation est très fortement marquée. En anglais, le premier, on a les mêmes 3 points d'exclamation. Dans le deuxième, il n'y en a que 2, donc, chez Rodolphe. Donc, alors que Madame Bovary, alors qu'Emma, elle, se trouve dans une situation d'humilité, hein, donc là, on crée un écart de classe. Et dans la troisième, on a un seul point d'exclamation pour Rodolphe et rien pour Madame Bovary, voyez. Donc, où on a une espèce de moindre, de soulignement moindre de la situation. Mais tout justement, puisqu'il est seul, ce you, hein, de Hopkins, donc, lui le place au niveau du mélodrame, hein, un énoncé du type So with you, hein, lui, ce qu'il proposerait semble plus approprié dans la mesure où il permet à la fois de mobiliser le rapport, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a des collègues, moi je le fais jamais, mais il y a des collègues qui essayent de proposer une option. Je ne le fais jamais pour la simple raison que quand on extrait 2 lignes d'un ensemble, elles n'ont pas la même valeur qu'une fois qu'elles sont placées dans l'ensemble. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elles fonctionnent individuellement comme 2 lignes, mais quand elles sont remises dans le contexte, elles fonctionnent peut-être différemment. Donc si on les extrait et qu'on corrige, qu'on propose autre chose dans cet extrait, on risque de déséquilibrer des choses qui sont avant ou après. Voilà. Donc ça, on peut pas dire. Là, j'ai pas de commentaire à faire, sinon que voilà, il y a ce risque-là. Donc, voici ce qu'il dit dans le paragraphe suivant. Si les premières paroles d'Emma ne sont pas marquées en français, les traductions le sont, parce que l'anglais dispose d'une gamme paraphrastique qui inclut à la fois it's, it is, me et it is I. Or, quand on connaît le personnage qui a comme modèle les héroïnes de la fiction populaire, la forme it is I, qui en d'autres contextes serait absurde, paraît ici plus adéquate. Donc là aussi, il fait un commentaire sur ce qui aurait pu être utilisé. Notons enfin que les 3 traducteurs ont normalisé la syntaxe en anglais dans un contexte où justement les doutes et hésitations d'Emma sont très importants. Voilà. Et il dit rien n'empêche de garder la même forme syntaxique. Voilà. Alors ça, c'est intéressant de constater justement, hein, quand vous regardez l'utilisation du français de la ponctuation, après le oui c'est moi d'Emma, on a l'exclamation et les points de suspension. On les retrouve dans la première, mais plus rien n'est repris de la même façon dans les autres traductions. Alors, ça ne veut pas dire que d'une langue à l'autre, on va répéter la même ponctuation. Mais si j'attire votre attention sur ces points-là, c'est que la ponctuation est aussi un élément qui peut avoir d'ailleurs un rôle dans le repérage et la mise en place du registre également. Hein. J'avais dans un monologue de Hamlet sur lequel j'avais travaillé avec des étudiants, nous avions étudié un certain nombre de traductions. Je dis un certain nombre parce qu'il y en a quand même des quantités difficiles à dénombrer. Et une des traductions était absolument édifiante. C'était une traduction qui a été faite par voilà, son nom pourtant célébris Alexandre Dumas. C'est
de l'Alexandre Dumas. C'est-à-dire que vous avez dans ce monologue de Hamlet, l'original comporte peut-être 3-4 points d'exclamation, et chez Dumas, il y en a à peu près 35 ou 40. Voilà, c'est ça. Il est vraiment, c'est là, là on est dans la forme mélodramatique à 100%, l'exubérance scénique absolue, qui est autant rendue par la ponctuation que par le choix des mots. Et voilà, donc ça, ce sont des éléments qu'il faut aussi pouvoir prendre en compte. Alors, cette fois-ci, nous passons à la traduction d'Aude Seigne. Alors, nous étions arrivés à Far from being unique. Voilà. Le malaise du départ, cette fille étrangère en toi, s'est dissipé. Alors, le malaise du départ, cette fille étrangère en toi, s'est dissipé. Vous comprenez de quoi il s'agit quand même? Alors, déjà, le malaise du départ, je ne sais pas si je vais si je le sens comme, vous voyez, je pense au niveau du déterminant le malaise. Vous voyez? Madame, est-ce que je peux dire The Sweet Sorrows of Goodbye? Non. C'est pas la même chose. Non, C'est dans non, ce domaine? non, c'est elle. Non, pas du tout. Non, parce que là, c'est cette fille étrangère en toi. C'est-à-dire que... regardez, cette fois tu empoignes le carnet comme une lecture rassurante, pensant n'y trouver que des informations factuelles, une émotion modérée, tu es quand même surprise par, etc. Voyez. C'est-à-dire que elle se sent mal à l'aise, en fait. Le malaise, elle est mal à l'aise par rapport à ce nouveau voyage et par rapport au carnet, où à la fois, si vous voulez, le carnet lui révèle quelqu'un d'autre. Elle l'a dit avant, ce qu'elle était une dizaine d'années avant, je ne sais plus le temps exact. Maintenant, ça y est, elle s'y est habituée à ça. Alors, comment est-ce qu'on pourrait traduire ce malaise? Oui, c'est ça, oui, c'est pas mal, ça. Cette idée de discomfort, oui. Oui. Uneasiness. Je me sens mieux dans le discomfort, oui. Je le sentirais mieux comme ça. Alors. Unrest, j'y sens plus quelque chose comme quelqu'un qui tiendrait pas en place. Uneasiness, discomfort, c'est un peu cette notion, cette espèce de vous voyez, de se sentir noué, on est un peu noué. Restlessness? Ben non, j'y sens pas de la restlessness, là. Si j'y vois, dans restlessness, j'y vois plus de l'impatience.
Hein? Et comment vous diriez le malaise de départ? Of the Bible. Non. In the punishment. Ouais, voilà. Moi, je mettrais your initial discomfort. Alors, c'est ce que je suis en train d'essayer de regarder. Ouais, je vois pas de synonyme bon, il y a uneasiness, distress, bon, c'est pas jusqu'à distress, anxiety, c'est pas ça. Embarrassment, ouais, c'est plus du domaine de l'embarrassment. Mais discomfort me semble worry, disquiet, discomposure, awkward. Non, voilà. Je crois que, voilà. J'y verrai plus. Moi, j'ajoute le your qui est pas, mais si on met cette forme neutre du français, je pense qu'on va pas y arriver. Alors, your initial discomfort. Alors, ensuite. Cette fille étrangère en toi. Unknown or strange, je sais pas. Unknown or strange. Oui, l'idée de stranger est pas mal. C'est l'idée de stranger. Basically, stranger, puis comment dire fille. This girl you didn't recognize. Ouais. En toi. Ah, ça, c'est un avantage du français qui est assez intéressant d'ailleurs parce que quelquefois dans l'autre sens, les jeunes traducteurs vont dire un homme blanc, ils vont pas avoir le réflexe de dire un blanc ou une blanche, vous voyez. Alors que bon, on a cette possibilité ici d'avoir par exemple un étranger, une étrangère. Alors. Comme dormeur et dormeuse. Ouais. Alors. Donc, si on garde un adjectif, qu'est-ce qu'on va prendre? Parce que si on prend pas d'adjectif, pardon, stranger me paraît bien. Parce qu'il sur le plan sémantique, il me semble assez bien couvrir. Mais pour l'adjectif, strange va pas convenir. Alors. Avant, elle dit que quand elle regarde les autres qui font la même chose, Ouais. elle n'est pas unique. Donc, si on peut garder, on peut bien garder the strange girl within. Uh-huh. Parce qu'elle pense qu'elle est unique, mais elle est rassurée en voyant qu'il y a d'autres aussi qui font des choses pareilles. Oui, alors je vais aller aussi, je vais poser cette question. Est-il nécessaire, remarquez, elle le dit fille, elle dit fille étrangère, elle dit même pas cette étrangère. Oui, j'allais me dire, est-ce nécessaire de rajouter girl? Mais là, en fait, on a étrangère et on a fille, on a les deux en français, alors que pour le coup, le fille n'était pas nécessaire, oui. Puis on peut toujours laisser fille et du stranger et du nous. Ouais, ouais. Ça va donner. Est-ce qu'on peut dire unknown person? Ben non, c'est pas un known. C'est plutôt effectivement ce que vous disiez, mais je sais plus qui disait ça. You did not recognize. Enfin, unfamiliar. This unrecognizable girl in you. Unfamiliar. This unfamiliar. Girl within. Familiar girl. Non, j'écris grey là. In you, pas within. In you, non, ça suffit, non. On va regarder s'il nous propose des synonymes intéressants de unfamiliar. Non, non, un expérience. Alien, non, ça va pas. The strange side of you.
this strange side with the Oui, mais si vous voulez, c'était l'idée de garder girl. Et si on met l'adjectif comme girlish, ça va pas. Ouais. Best unfamiliar. On peut essayer strange, on verra ce qu'on. Girl in you. C'est dissipé. Bon, bon, et le sujet c'est your initial discomfort. Bon, ça c'est facile. Has faded, vanished. Non, pour dissiper, non, je préfère faint, vanish ou quelque chose comme ça. Oui. Faded away. Oh, fade away. On les note. Cette fois, tu empoignes le carnet comme une lecture rassurante, pensant n'y trouver que des informations factuelles et une émotion modérée. Tu es quand même surprise par... Voilà. Alors, cette fois, tu empoignes le carnet comme une lecture rassurante. Cette fois, moi, je ne t'arraserai pas directement, vous voyez. Je mettrai... Oui, je mettrai un adverbe comme now. Now, alors, tu empoignes. C'est peut-être pas la peine non plus de... Oh, simplement, you... Moi, je dirais hold, oui. Je mettrai... Oui, j'irai pas plus loin. You hold the notebook. Ah oui, alors ça c'est compliqué quand même, comme une lecture rassurante. You hold the notebook. You clutch. Non, je crois que c'est pas l'idée de grasp, c'est vraiment... Je pense que she holds it and keeps it in her hand because she likes reading it. It's reassuring to read it. It has become reassuring now. Comfort, it brings comfort. C'est pour ça que discomfort est bien, finalement. Original discomfort. And now, what you're doing is bringing comfort. Bon, on va pas le répéter, mais c'est bien l'idée, ouais. like a reassuring read. Now you hold the notebook like... Je suis pas tout à fait convaincu. Like, si on met like, il faudrait trouver quelque chose. On peut construire comme ça, mais il faut un nom qui convienne. Like a reassuring. Oui, mais ça me plaît pas trop. J'arrive pas trop à trouver. Like a reassuring. Oh non, mais dans lecture, on trouvera pas, hein. Non, parce qu'on a discomfort juste avant. C'est bien ce que ça veut dire, mais... Est-ce qu'on peut dire now you hold the notebook with on rate le mot lecture, mais with reassurance or with confidence. Ouais. Oui, mais bon. Là... Non, ça, vous interprétez trop. C'est pas facile. Alors, une lecture rassurante et
pensant n'y trouver que des informations factuelles et une émotion modérée. C'est pour ça que c'est rassurant. Parce que c'est simplement des repères. Ça va lui donner des repères et ça va pas la bouleverser. Voilà. Donc, effectivement, the notebook has become something reassuring, comforting, etc. Est-ce que ça représente une manque de confiance quelque part? Dans ce cas-là, on pourrait dire she clashed at the notebook. Si on dit une manque de confiance, elle cherche dans le carnet. Ouais. Oui. Si on prend les carnets comme... Du coup, ça me faisait penser à quelque chose du genre you secure. The book was now your security blanket. Alors, option. Au lieu d'avoir une forme nominale, si nous avions une forme verbale, as if, it, etc. Voilà, j'étais en train de chercher, excusez-moi, j'étais en train de regarder les synonymes de reassuring, comforting, bien sûr, mais il y a supportive, encouraging, cheering, heartening, soothing, calming, uplifting. Ouais. Alors, now you hold or secure or même clutch éventuellement the notebook as if, voyez, as if it were. Si on dit as if, on pourrait dire you held on to the notebook au lieu de clutched. Je pense pas. Je pense que c'est plus factuel. Pensant y trouver, vous voyez, c'est pas, elle n'est pas encore à ce stade, je pense. As if. Alors, je sais pas si on va mettre it were ou it was. It was. It was. Alors. Was reassuring to read? As if it were a reassurance. C'est vraiment ce qu'on appelle un pis-aller. Hein. C'est pas très satisfaisant. Un pis-aller. Ah, vous connaissez pas. Un P-I-S aller. Aller, A-2-L-E-R. Ah, il nous apporte de l'eau, qu'est-ce qu'il est mignon. Dites-lui un grand merci. Hein. Voilà. Un pis-aller, ça veut dire que c'est le pis de pire. Vous voyez, c'est la même chose. Pis-aller, ça veut dire que c'est le choix, voilà, on n'a pas de bon choix, donc c'est le choix, on va dire, le moins mauvais choix, mais pas, voilà. C'est vraiment la solution de remplacement à la chose qu'on n'a pas trouvée, quoi, en fait. PIS, trait d'union, A2LER, c'est masculin, un pis-aller. Ouais. Est-ce que l'équivalent c'est between the devil and the blue sea? Pardon? Est-ce que l'équivalent Oui. c'est between the devil and the blue sea? The deep sea. The deep sea. Yes. Syllable, the Herodotus in literature we see syllable. Thank you very much. That's all right, thank you. Ah. Is it dead end? Easily. C'est the devil.
Non, ce serait davantage du genre lacerable. For want of a better option. Lesser evil. Alors, as if it was reassuring. Assuring of a as if it were assuring. As they held the notebook as if it were assuring. Non, parce que il y a l'idée de la lecture. C'est pas de le tenir qui la rassure, c'est de le lire parce qu'elle croit y trouver, voilà. Hein? As if reading it, voilà, was, would be, As if it was too reassuring. mais non, il n'y a pas la lecture. Il faut qu'il y ait la lecture. Et si on mettait you hold on to the notebook as if reading it was reassuring. Ah oui. Mais on va l'avoir le you après. Pensant n'y trouver que des informations factuelles, une émotion modérée. Donc là, on va mettre une virgule ou un tiret. You, alors, you thought, je crois qu'il faut qu'on conjugue là. Ou thinking, you thought. Thinking aussi, on peut dire, n'est-ce pas? Believing aussi. Ah oui, believing, ouais. Thinking, believing. You, il me faut un you. You, oui, you would. Believing you would only find facts. Facts et une émotion modérée. And alors. Ouais, non. Ben, control, non. Ah. C'est pas control, justement, c'est ce qu'elle, qui va venir, ce que ça va créer. Donc, elle va pas la contrôler tout de suite. C'est pas un centre, c'est pas, j'ai une espèce de, j'arrive pas à trouver, c'est drôle, j'ai des mots qui viennent pas là. You would only find facts and... Bon, écoutez, vous savez ce que je vais faire? Je vais écrire moderate et regardez ce qu'il me propose comme synonyme. And reasonable, modest, sensible, restrained, judicious, temperate, enough, adequate, sufficient, relative, fair, mild, rational, measured, slight, small, minor, non, ça on perd là de l'information, je trouve. Measured, emotion,
Non, c'est pas calculated. C'est vraiment au sens de mild, soft, voyez. Voilà, mellow. Je cherchais un mot avec un mellow. Mellow peut-être. Qu'est-ce qu'il donne pour synonyme de mellow? Non, c'est pas subdued, hein. Smooth, oui. Donc, moderate, mellow, qu'est-ce que j'ai dit? Mild, oui. Emotions, on garde emotions, non? Au pluriel, hein. Alors, tu es quand même surprise par nonetheless, you are surprised, struck by. Et on fait la liste. Une page de contact ou des gens dont tu as oublié l'existence ont écrit leur nom et les circonstances de votre rencontre. Alors, contact page. A full page of j'aimerais que ça soit moins détaillé. A page of contacts. Page. A page with contacts.